Merci Monsieur le Président, chers collègues. Demain, après de nombreux rebondissements, le Royaume-Uni quittera officiellement l'Union européenne. Ce 31 janvier 2020 restera une date à jamais gravée dans l'histoire de l'Union européenne, tant par sa nature en mettant fin à 47 ans de coopération que par ses lourdes conséquences. Des conséquences d'ores et déjà visibles, comme le démontre l'étude de la Banque d'Angleterre, qui a chiffré le coût du pré-Brexit l'été dernier, soit à peu près 3 ans après le vote du référendum. Parmi les chiffres à retenir, je citerai les suivants. Ce sont 3 points de PIB perdus, 11 points d'investissement non réalisés et 2 à 5 points de productivité en moins, sans parler de la forte diminution des offres d'emploi. Autant dire que les enjeux de la négociation à venir sont d'une grande importance, à la fois du côté européen, qui devra s'assurer de l'intégrité du marché européen, et de la liberté de décision, tout en maintenant une relation de proximité, mais aussi du côté britannique, qui doit prendre son autonomie en limitant les dommages collatéraux. Dans ce contexte, la cohésion des membres de l'Union européenne est donc essentielle afin d'éviter de générer des positionnements concurrentiels entre les 27 États européens. La France, et à plus forte raison notre région des Hauts-de-France, directement impactée de par sa situation géographique, doivent continuer à être les plus compétitives et réactives possibles afin de défendre ses intérêts en poursuivant en parallèle une politique d'attractivité offensive à destination des entreprises, envisageant une relocalisation. C'est ainsi qu'ici, en région, nous nous sommes lancés dans une bataille affirmée sur le mode gagnant-gagnant aux côtés de notre président. Les initiatives se sont en effet multipliées avec, par exemple, l'installation d'un bureau de représentation de la région à Londres, la création d'un club d'affaires franco-britannique, les missions concernant le ferroviaire à Londres et Manchester, ou bien encore le passage en revue de nos ports avec de l'investissement et des recrutements afin qu'ils soient capables d'absorber les contrôles supplémentaires liés au rétablissement de la barrière douanière. L'occasion donc pour moi de féliciter au nom du groupe UDI-UC l'intervention de la région et de vous assurer, Monsieur le Président, de notre soutien dans les actions à mener dans les mois à venir. Nous allons devoir en effet rester extrêmement vigilants, y compris sur un sujet moins médiatique mais pas moins sensible, qui est celui de la pêche. Et j'aborde ce soir les négociations concernant ce secteur fondamental pour notre économie côtière. Il s'agit bien sûr du secteur halieutique, qui est aujourd'hui dépendant des eaux territoriales britanniques. En 2015, la flotte européenne a pêché 630 000 tonnes de poissons dans les 32 zones des côtes du Royaume-Uni. En France, la dépendance française aux eaux britanniques est de 24% en volume, soit 98 000 tonnes pour 171 millions d'euros. Nos pêcheurs sont d'autant plus inquiets qu'ils encaissent d'autres difficultés. Les activités portuaires ont reculé de 10% l'an dernier et restent donc fragiles. Et la toute récente décision de la Commission européenne sur les quotas n'arrange rien, puisqu'elle entend par exemple diviser par 2 les volumes de pêche de cabillaud en mer Celtique. Ainsi, seulement 805 tonnes pourront être capturées cette année. Il faut relever que la flotte du Royaume-Uni n'a pas la structure pour exploiter seule les ressources de ses eaux territoriales par manque de marins, de professionnels et de navires de pêche. La Chine et le Japon se seraient déjà positionnés pour acheter des droits d'exploitation des zones de pêche, info ou intox, ou est-ce simplement pour faire pression auprès de l'UE durant les négociations à venir? Sans contexte, le juste équilibre sera difficile à trouver et il nous faut rester vigilants pour éviter un Singapour sur Tamise qui déséquilibrerait nos futures relations commerciales. D'autre part, il est nécessaire de souligner l'interdépendance entre la France et le Royaume-Uni sur le marché européen des produits de la mer. La France est le premier client du Royaume-Uni en produits de la mer, 16%, et les Britanniques exportent la majorité de leur production de pêche. Ainsi, leur balance commerciale est négative, 634 millions d'euros de produits aquatiques importés du Royaume-Uni contre 114 millions d'euros exportés. Cette dépendance des Britanniques est un atout dans le cadre de ces négociations. La région Hauts-de-France fait partie des régions françaises les plus impactées. 60% de la production régionale se fait dans la zone économique exclusive britannique. Pour le port de pêche de Boulogne, cela représenterait un tiers des 35 000 tonnes apports locaux. Malgré cette interdépendance, le gouvernement britannique a présenté hier au Parlement un projet de loi destiné à mettre fin, à l'issue de la période de transition post-Brexit, soit après le 31 décembre, à l'accès automatique dont disposent les bateaux des pays de l'Union européenne aux eaux poissonneuses du Royaume-Uni. Cependant, hier, lors des questions d'actualité au gouvernement au Sénat, la secrétaire d'État chargée des Affaires européennes a rappelé que l'accès aux eaux britanniques est maintenu pour les pêcheurs européens jusqu'au 31 décembre 2020. Elle a également indiqué que la pêche serait un enjeu majeur de vigilance, une ligne rouge absolue dans les négociations du nouvel accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Nous en prenons acte. Pour conclure, je souhaiterais dire quelques mots sur le volet finance et assurantiel des négociations. Le Royaume-Uni, en quittant l'UE, va perdre
ce que l'on appelle le passeport financier européen. Celui-ci permet aux établissements bancaires et dérivés de l'espace économique européen de vendre des produits et services à l'intérieur d'un espace incluant les 27 pays membres de l'UE, mais aussi l'Islande ou encore la Norvège, soit une économie de 19 milliards de dollars et de 500 millions de personnes. Dans les négociations à venir, Boris Johnson tentera d'obtenir des accommodements sur la question du passeport financier. L'Union européenne devra tenir sur ce point si elle souhaite montrer au monde que le Royaume-Uni est réellement sorti du marché unique et qu'il ne dispose plus de liens privilégiés avec ces instances. Pour mesurer le poids du secteur financier dans les négociations, il nous faut rappeler qu'il représente 8% du PIB du Royaume-Uni et même 12% si l'on y ajoute les activités connexes, notamment comptables et juridiques. Par comparaison, la pêche ne représente que 0,1% du PIB du Royaume-Uni. Nous savons, Monsieur le Président, votre implication à soutenir notre région. Il nous reste à souhaiter la même vigilance à notre pays au cours des négociations. De nouvelles relations vont être définies. Espérons qu'elles le soient dans le respect de nos intérêts respectifs. Je vous remercie. Monsieur Emery.